Bien, aujourd'hui, on va reprendre comme philosophe Hegel et comme psychanalyste Lacan. Maintenant, c'est la quatrième vidéo qu'on consacre à Hegel. On comprend bien comment Hegel a eu une certaine influence, une certaine importance dans la pensée de Lacan. En effet, le premier Lacan est un Lacan hegelien. Et par la suite, quand il va s'éloigner de Hegel, il va toujours reprendre ici par là des aspects de Hegel. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, c'est une élaboration de Lacan qui se réfère à Hegel, qui va être faite après dans les séminaires, après le 11e, 12e, 13e séminaire. Et c'est surtout, se réfère surtout au séminaire, les quatre discours, les quatre discours. Voilà. On va commencer par Hegel. Alors, le titre est Lacan et Hegel, maître et esclave. On se réfère à la dialectique de Hegel, du maître et de l'esclave. Alors, on va commencer par le début d'une manière très simple, toujours. Pour Hegel, bien, au départ, il y a une conscience qui a le sentiment de soi, qui lui est donné par le rapport direct et immédiat à l'objet de désir. Je fais un exemple, il y a une pomme devant moi, et bien je veux m'approprier de cette pomme, j'ai le sentiment de moi, qui est la conscience, qui est une sensation immédiate à travers l'objet qui est dans l'immédiateté devant moi. Je m'en approprie, la vérité de cet objet est d'être anéanti par moi, et d'être assimilé en moi, d'être négativisé par moi. Dans un deuxième temps, il y a la conscience de soi, c'est l'autoconscience. C'est une étape qui vient après. Et là, toujours avec cet objet donc, du désir, je m'approprie de la pomme, il y aura deux objets, en effet. Il n'y a plus seulement l'objet qui est en face de moi, dans l'immédiateté, dans la perception sensible, l'objet que je veux m'approprier, la pomme, mais il y a aussi un autre objet qui se présente, qui est le moi-même, c'est-à-dire le soi. La conscience de soi, eh bien, a comme objet le soi. Et d'une manière explicite, qui n'est pas encore explicitée, eh bien, je veux m'approprier aussi de ça. Donc, si on veut, il y a une division qui apparaît à travers cet objet qui est moi-même, et je voudrais m'approprier de cela aussi pour être égal à moi-même. Alors, pour obtenir ça, eh bien, la conscience de soi va chercher ça dans une autre conscience pour obtenir ce qu'on appelle la reconnaissance. À travers la reconnaissance d'une autre conscience à moi-même, eh bien, je peux obtenir cette sensation de unité. Alors, là, on passe alors à cette dialectique du maître et l'esclave. C'est que, voilà, je me retrouve face à une autre conscience, qui est aussi une conscience de soi-même, une autoconscience, et je voudrais qu'elle me reconnaisse ma conscience. Et pour ce faire, eh bien, il y a une seule solution, c'est de s'engager dans une lutte du pur prestige, c'est-à-dire dans une lutte où je vais risquer ma vie pour que l'autre me reconnaisse en tant que conscience. Alors, dans ce combat, il y a une conscience qui va ne pas risquer sa propre vie et va craindre pour sa vie et donc va accepter d'être dans une position de servitude. Et voilà qu'on se retrouve avec une conscience, une autoconscience qui a accepté d'engager, de risquer sa propre vie et qui va occuper la position du maître, et une autoconscience qui n'a pas accepté, qui a eu peur, qui a craint sa propre vie, et va occuper la position de l'esclave. Ainsi, le maître obtient la reconnaissance
d'une autre autoconscience, de sa propre conscience. Mais voilà que d'autres complications vont se présenter. C'est que la conscience, l'autoconscience du maître va avoir un rapport à l'objet du désir. Si au départ le rapport au objet du désir est un rapport direct, donc il y a la pomme là en face de moi, je m'approprie de la pomme. Avec l'esclave, il va y avoir une médiatisation, c'est-à-dire que c'est l'esclave qui va me procurer la pomme, parce que c'est à lui de me procurer, c'est lui l'esclave, c'est lui qui occupe cette position. Mais en faisant cela, je n'ai plus un rapport direct à la pomme, j'ai un rapport médiatisé, et donc il y a une dépendance, je vais petit à petit avoir une dépendance à l'esclave pour obtenir la pomme. Donc cette position de médiatisation va me mettre aussi dans une position de dépendance envers l'esclave. Donc l'esclave, après pour obtenir la pomme, il va élaborer tout un savoir autour de la pomme et un travail. Et grâce à ce travail et à ce savoir, eh bien, il va me procurer la pomme et de cette pomme, après, je peux en jouir. Donc la jouissance de la pomme, je la peux obtenir à travers le travail de l'esclave et son savoir. Mais en faisant comme ça, je suis dépendant de son savoir, et du coup, la vérité de ma position devient cette ultérieure division entre moi et l'objet. Eh bien, voilà que, maintenant on va passer à Lacan, voilà que les termes dont je vais parler maintenant pour décrire la dialectique du maître et de l'esclave, eh bien on les retrouve un peu tous chez Lacan. La division, le savoir, la vérité, le maître. Alors Lacan, il va faire de ce que je viens de décrire un lien social. C'est un discours, c'est le discours du maître. Et en même temps, il est aussi une structure de la position du sujet vis-à-vis du langage. Alors, dans la position du maître, Lacan place le signifiant en maître, parce qu'il y a toute une réinterprétation de ces dialectiques à travers le langage. Si Lacan prend beaucoup de Hegel, après il va s'éloigner et à travers une lecture langagère, à travers le langage. Donc, à la place du maître, on place le signifiant maître, et la place de l'esclave, il pose les autres signifiants qui vont pouvoir signifier sur le signifiant maître, et qui sont la production du savoir. Bon, le savoir qui va pouvoir signifier et définir ce signifiant maître. Alors la vérité du signifiant maître, eh bien, c'est la division, c'est la Spaltung, un sujet divisé, et donc pour le signifiant maître. Du côté donc, de l'esclave, du côté du savoir, nous avons les signifiants, la batterie des signifiants, et ce à quoi tend le signifiant maître, la position du maître, eh bien, c'est de récupérer une jouissance qui est produite par le savoir. Si on peut dire, alors la petite différence, c'est que, non, on pourrait dire, pour certains, il y a une différence. Pour ma lecture que je donne, il n'y a pas vraiment de différence, parce que donc, du côté de l'esclave, de la position de l'esclave, de ce signifiant du savoir qui produit une jouissance, le maître veut s'approprier de cette jouissance. Et c'est ce que Lacan appelle le plus de jouir. Hein. C'est cela qui va causer le désir. Et pour Hegel, eh bien, c'est le maître qui va pouvoir jouir du produit de l'esclave. Donc cette production, pour Lacan, c'est le plus de jouir. Après, ce sera aussi la lecture que Lacan fera de la plus-value de Marx. Voilà, à la
la prochaine vidéo. Au revoir.